Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Les Déconspirateurs, l'émission Générique. Alors comme vous le savez, chaque semaine avec Rudi Reichstadt et Tristan Mendès-France, nous analysons les implications du complotisme sur notre démocratie. Bonjour Rudi. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut. Et bonjour Nicolas, tu es notre invité aujourd'hui, je vais te présenter dans quelques instants. Bonjour, merci de l'invitation. Alors Tristan, avant de commencer, quelques nouvelles sur le front de la réapparition de JFK Junior. Il y a eu une nouvelle manifestation lors de la Christmas Parade et peut-être de nouvelles pistes d'enquête. Oui, alors effectivement, chaque semaine, je me dis que c'est la dernière et qu'ils ne vont pas survivre, que ce groupuscule ne va pas tenir, disons, dans son délire de cette attente de la seconde venue des JFK. Mais il se trouve que ça a l'air de vraiment s'installer. Il y a pas mal d'analystes qui commencent à les observer d'un peu plus près et on commence à avoir des informations. Et disons que de ce mouvement un peu foutraque qu'on avait un peu à l'origine, on commence à avoir maintenant de véritables inquiétudes. Inquiétudes notamment du fait que cette mouvance qui de plus en plus ressemble à une mouvance sectaire est en train de porter préjudice à ceux qui viennent manifester chaque semaine. On a des témoignages de familles de victimes qui maintenant s'inquiètent de voir que leur kid, leur mère ou d'un proche descend à Dallas et reste à Dallas avec et autour de ce gourou dont on connaît le nom maintenant, qui s'appelle Michael Protzman, et qui est un individu assez inquiétant, qui véhicule d'ailleurs des propos publics, entre guillemets, assez déroutants. Il est négationniste, par exemple. Il a évidemment tout un discours sur la pandémie qui est totalement complotiste. Mais donc il y a vraiment des inquiétudes autour des familles. Et puis, on a aussi le fait qu'on commence à découvrir un peu leurs référents. Donc il y a un mélange totalement délirant de références, disons, liées à la foi, à la croyance. Donc c'est clairement très, très, très orienté religion. Et puis, il y a une particularité de ce groupuscule, c'est ce qu'on appelle la numérologie chrétienne. Alors, Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est en gros des gens qui vont simplement faire de la numérologie complètement délirante. Et d'ailleurs, le pseudo de Michael Protzman, c'est négatif 48. Et 48 serait le signe, serait le nombre associé au diable. Et donc, négatif 48, c'est une façon de s'opposer un peu au diable. Déjà 48, c'est la création de l'État d'Israël. Ah oui, alors ça, je ne pense pas qu'il serait favorable. Alors, ce qui est aussi assez déroutant avec cette micro-mouvance, c'est qu'au sein même, alors qu'elle a infusé et que c'est une émanation de la QAnon sphère, évidemment, au sein des QAnon, plein de gens les perçoivent comme des gens complètement délirants. Donc, il y a des QAnon qui sont j'allais dire, offensés, qui sont dérangés et qui commencent à critiquer cette mouvance en disant « mais vous n'êtes pas les vrais QAnon ». Mais évidemment, c'est très compliqué au sein de la QAnon sphère, évidemment, de dénoncer d'autres QAnon, parce qu'ils n'ont pas plus de légitimité que ce monsieur de venir manifester dans l'attente de JFK. Donc il y a une sorte de scission apparente entre cette mouvance-là et, disons, le mainstream QAnon, si je puis parler comme ça. Eh bien écoute Tristan, tu restes notre envoyé spécial sur cette affaire et tu ne manqueras pas de nous dire la suite de tes recherches sur la réapparition ou non des JFK. Alors dans cette émission, comme vous le savez, qui complète le travail que font Tristan et Rudi à Conspiracy Watch, mais aussi à Complorama sur France Info ou Antidote sur France Inter, l'idée est de donner toujours plus de clés pour comprendre les implications du complotisme sur la démocratie. Cette semaine, nous accueillons Nicolas Bernard. Tu es avocat, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Tu as publié plusieurs ouvrages sur cette période et notamment La guerre du Pacifique en 2 tomes que je montre à l'instant. Voilà. Et cette semaine, surtout dans Conspiracy Watch auquel tu collabores, tu publies un article sur le Pearl Harbor du 7 décembre 1941, dont nous commémorons aujourd'hui le 80e anniversaire, et tu montres comment elle fut à l'origine d'innombrables théories du complot. Nous y viendrons en deuxième partie d'émission. Tu collabores aussi également à Pratique de l'histoire et dévoiement négationniste. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Alors, Pratique de l'histoire et dévoiement négationniste, phdn.org, c'est un site internet qui a été créé par Gilles Carmazin voici 25 ans et qui étudie et réfute toute la propagande négationniste, c'est-à-dire la propagande qui nie la réalité et l'ampleur de l'extermination des Juifs par les nazis, également du génocide arménien
Et on publie tout un matériel historique, scientifique, des documents notamment, qui établissent la matérialité de l'extermination des Juifs, et également qui établissent que le discours négationniste n'est pas seulement un discours imbécile, c'est également un discours de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on est confronté à des gens qui non seulement mentent, mais savent qu'ils mentent, qu'ils ne disent pas la vérité. Eh bien écoutez, comme vous le voyez, on est dans le vif du sujet. N'hésite pas à intervenir sur les différents sujets de l'actualité que nous allons aborder avec Tristan et Rudy. Premier sujet cette semaine, alors vous le savez, hein, il a mis du temps à se déclarer, mais cette fois il est candidat et donc comme tout bon candidat, il fait des meetings. Il a tenu son premier meeting à Villepinte et cela a donné lieu à d'hétéroclites ralliements. Tous plus ou moins proches de l'univers complotiste. Rudy. Oui, d'abord, on n'écoutera plus jamais la 7e de Beethoven de la même manière, hein, avec cette déclaration de candidature. Ensuite, oui, c'est l'événement de ce week-end, enfin du week-end dernier, le grand meeting de Villepinte, avec plus de 10 000 personnes apparemment, donc c'est pas rien. Et puis des ralliements intéressants, en fait. Alors, il y avait qui à ce meeting, Eric ? Alors, il y avait à la fois des gens dans la salle qui sont venus, puis des gens qui sont montés sur scène. C'est pas pareil, évidemment. Parmi ceux qui sont montés sur scène, c'est intéressant de souligner la présence de Jacqueline Moreau. Jacqueline Moreau, dont on sait l'inclination pour la thèse des chemtrails. Je t'ai fait remarquer sur les réseaux sociaux avec un statut Facebook, je crois, il y a quelques années de ça, sur le sujet. Ça a été une figure des Gilets jaunes. On sait qu'elle a participé au premier numéro de la revue Michel Onfray aussi, Front Populaire. Et puis, elle a rejoint la contestation anti-pass sanitaire. On la voit l'été dernier aux côtés de Florent Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Martine Vonner et d'autres, militer contre la vaccination, en tout cas contre le pass sanitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Zemmour l'a fait monter sur scène, quand même, pour prononcer un discours, comme si on avait affaire à un ralliement de poids. Et on se dit que finalement, il n'est pas si entouré que ça. L'autre, le gros poids lourd en fait, de cette journée-là, c'était Jean-Frédéric Poisson. Voilà, en termes de ralliement où on se situe. Alors Jean-Frédéric Poisson, il faut en dire un mot également. Donc, c'est le président de VIA, La Voix du Peuple, qui est le nouveau nom en fait, du Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Donc Christine Boutin est toujours d'ailleurs présidente d'honneur. Il s'était illustré en 2016, il avait regretté ses propos, il s'en était excusé. Commentant l'élection présidentielle américaine, il est parlé d'Hillary Clinton comme étant proche des super financiers de Wall Street et soumise aux lobbyistes. Bon voilà, ça avait déclenché une petite polémique, mais voilà où on est. Non, ce qui est intéressant, c'est les autres proches de Zemmour. Un autre gilet jaune d'ailleurs, Benjamin Cauchy, alors lui qui n'est pas monté sur scène, mais Benjamin Cauchy, il a été candidat de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, au dernier municipal, et au municipal de Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne. Alors une petite polémique là aussi, parce que au début de l'année 2021, il avait assisté qu'à 3 conseils municipaux, et puis il serait reparti vite dans sa région de Toulouse. Donc là aussi, parachuté dans une commune, et puis pas très très sérieux quoi, dans sa manière de faire la politique autrement. Et puis parmi les spectateurs, quand même, il faut noter la présence de Thomas Joly. Thomas Joly, c'est le successeur de Karl Lang à la tête du Parti de la France. C'est une scission du Front National, le Parti de la France, nationaliste, néo-pétainiste. Thomas Joly, il aime bien arborer des t-shirts à l'effigie de Pétain, par exemple, pour situer un petit peu le personnage. Ça pose le personnage. Oui, définitivement. Et puis, il faut dire, alors qu'il y a eu... ce meeting a été marqué par quelques incidents, quand même. Oui, tout à fait. Dans la salle, on a eu des militants des SOS Racisme qui ont manifesté, qui ont été tabassés pour certains d'entre eux par, non pas des gens de la sécurité apparemment, pour ce qu'on en sait, mais des gens du public, des participants, oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'excités aussi dans le public. À l'extérieur, on avait des militants Antifa qui vraisemblablement avaient des cocktails Molotov avec eux. Et puis Zemmour lui-même, au moment de monter sur scène, aurait été agressé, ou en tout cas il a été agrippé par un spectateur. Donc là aussi, on ne sait pas très bien, l'enquête dira ce qu'il en est. Mais donc pour dire toute la tension qu'il pouvait y avoir dans cette salle. Et puis... il faut dire une chose aussi intéressante, c'est que Zemmour vient de donner un entretien à Braise Info. Braise Info, c'est un site identitaire, breton, nationaliste également, qui relaye toute une série de fausses informations, y compris de théories du complot. Il était déjà allé sur Thinkerview en octobre,
Éric Zemmour. Thinkerview, là aussi, on sait que c'est une chaîne qui a été cofondée par Léonard Sojli. Tu parlais des QAnon tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est ça, Thinkerview. Une chaîne confusionniste. Ouais, au minimum. Avec un tropisme pro-russe, en tout cas, mais qui est assez cohérent aussi avec les propres inclinations d'Éric Zemmour. Ouais. Il est allé aussi en juin sur Livre Noir, qui est une chaîne qui a calqué en fait, le dispositif de Thinkerview, là aussi. Et là aussi, intéressant, Livre Noir, lui, a carrément rejoint la campagne d'Éric Zemmour. Et derrière ce média, on a un jeune homme qui, alors récemment, selon Le Monde en tout cas, lors d'une vérification de son pass sanitaire, a présenté un QR code au nom d'Adolf Hitler. Voilà, là aussi... ça pose le personnage. Ça pose le personnage. Alors, ce qui était intéressant dans ce discours quand même d'Éric Zemmour, c'est qu'il a récusé toute accusation de fascisme, de racisme, de manière très très forte. Il était très applaudi pour ça. Et puis il y a un passage qui n'a pas été tant commenté que ça, où il dit oui, nous tendons la main aux Français de confession musulmane qui veulent devenir nos frères. Il y en a, et notre main est ferme et sans compromission. Si vous faites de la France votre mère et de chaque Français votre frère, vous êtes nos compatriotes. Et alors, on pourrait se réjouir de cette main tendue, y voir une sorte d'inflexion de sa part et de la part de quelqu'un qui a dit à maintes reprises qu'il ne faisait pas de différence entre islam et islamisme, que pour lui l'islam était incompatible avec la République, etc. Mais en fait, je crois que c'est plus inquiétant que ça. Parce que quand on tend la main aux musulmans, implicitement, ce qu'on veut dire, c'est que les musulmans ne sont pas vraiment français. Et qu'on en fait une sorte de corps étranger à la nation. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le message qu'on envoie, c'est quand même, vous n'êtes pas français si vous avez des papiers français, vous n'êtes pas français. Et en tout cas, il faut que vous fassiez la preuve, vous, parce que vous êtes musulman, que vous êtes français. Et alors, toute chose égale par ailleurs, je ne peux pas m'empêcher un parallèle historique avec dans un autre contexte, mais qui n'est pas étranger à Pearl Harbor, avec un célèbre discours à Des Moines de Charles Lindbergh, en septembre 1941. Donc on est à 3 mois avant l'attaque de Pearl Harbor. Et Charles Lindbergh, figure du mouvement America First, l'Amérique d'abord, isolationniste, on sait ses accointances pour... le régime nazi, et il fait un meeting où il pose la question, il dit « Qui sont les agitateurs bellicistes ?» Là aussi, ça fait écho à des choses qu'on a entendues ces derniers mois. Qui sont-ils, etc. Et il répond, et c'est un discours qui est très célèbre, il répond « Les Britanniques, les Juifs et l'administration Roosevelt ». En gros, les agents de l'étranger, une nation étrangère, les Britanniques, l'ennemi de l'intérieur, les Juifs, et l'administration Roosevelt qui nous gouverne, etc. L'État, et ça, c'est une manière de mettre les Juifs hors de la nation. Et ça t'a fait penser à un célèbre livre. Et ça m'a fait penser, évidemment, au livre qui est une uchronie, au livre de Philippe Roth, Le complot contre l'Amérique, qui a été adapté d'ailleurs en mini-série par HBO, et qui décrit ça. Alors, la réalité historique, c'est que Charles Lindbergh, c'est le célèbre aviateur du Spirit of Saint-Louis, qui jouissait d'un prestige incommensurable. On n'imagine pas à quel point c'était un héros national. Il lui est arrivé une chose atroce au début des années 30. Il a perdu son fils, qui a été enlevé, tué. Ça a ému toute l'Amérique. Et puis finalement, ça a été une figure d'America First, mais il ne s'est pas présenté aux élections. Il est évidemment jamais devenu président. Dans l'Uchronie de Philippe Roth, il devient président à la place de Roosevelt en 1940. Et là, l'Amérique devient isolationniste, pro-nazi, etc. Et tout change, évidemment. Donc, voilà. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça, en fait, en voyant ce discours de Zemmour. Et encore une fois, toute chose étant égale par ailleurs, il ne s'agit pas de faire des analogies foireuses, mais quand même. Alors Tristan, deux, trois petites choses. Je serai moins long et moins complet que Rudy, qui est toujours extrêmement précis. Alors, d'abord, sur les invités, il y avait quand même deux, trois autres personnes qui étaient quand même assez notables, et qui étaient, franchement, qu'on retrouve là sans surprise. Il y a vraiment une cohérence malgré tout derrière les gens qui se sont reconnus avec Zemmour. On a évidemment Joachim Son-Forget, qui était invité, qui avait sa place réservée, qu'on ne présente plus, mais qui, encore une fois, que je suis absolument pas surpris de retrouver là. On avait aussi le conseiller de
de Le Pen Saint-Afrique, de Saint-Afrique. Lorrain de Saint-Afrique. Lorrain de Voilà, Saint-Afrique, Saint-Afrique, qui était également là, quand même une tonalité assez chargée. Hein. Conseiller de Jean-Marie Le Pen. De Jean-Marie Le Ouais. Pen, oui, il n'y avait pas de Marine, effectivement. Puis on avait aussi, tu parlais de Jean-Frédéric Poisson, évidemment, il y avait Christine Boutin, hein, Oui, qui bien sûr. était présente. Mais comme on a déjà parlé la semaine dernière, Christine Ouais. Boutin, on ne va pas rajouter, on Ah renvoie ouais, mais je nos crois que auditeurs c'est à quand l'émission même- la semaine Ouais, Il dernière. faut quand même marteler, c'est ça. Je pense qu'on peut quand même signaler qu'elle était là quand même, hein, C'est bien vrai. sûr, en première ligne. Et pour moi, encore une fois, ça vient compléter un tableau, une peinture idéologique assez chargée. Alors peut-être 2-3 petites choses, vraiment des petites remarques en passant. J'ai Alors- oublié Tristan, mais il y Oui, avait oui. aussi Paul-Marie Couteau qui Oui, est monté à la tribune. Absolument. ouais. Figure du souverainisme français, qui avait rejoint Chevènement il y a une vingtaine d'années dans sa campagne, proche de Villiers, etc. Voilà, il faut le dire, lui est monté sur scène aussi. Ouais. Alors, 2-3 petites choses juste. Tu disais qu'il y avait effectivement, il a fait monter vraiment à la tribune des gens qui sont, il faut quand même le dire, ne représentent pas des masses de gens. Hein. Et tu parlais de Jean-Frédéric Poisson, mais enfin lui aussi, c'est vraiment quelqu'un qui représente un groupuscule politique. Hein. Ils sont pas des centaines de milliers derrière lui. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, Zemmour va s'appuyer sur le réseau de VIA pour Oui. essayer effectivement de se répandre. De VIA Ouais. et de Sens commun. Ah oui, Sens tout à commun fait, qui a changé de nom, qui est devenu le mouvement conservateur. Ouais. Voilà. Sens commun, là aussi, c'était une des Des mouvances, un des mouvement des qui, mouvements, ouais. qui soutenait François Fillon en 2017 Mm. et qui auparavant était dans la manif pour tous, etc. Alors, dernière chose, moi, évidemment, j'ai beaucoup pensé à Trump avec ce meeting. Et notamment, évidemment, le passage où, effectivement, quelques journalistes ont été, disons, malmenés, notamment du quotidien. Et ce qui, moi, m'a saisi, évidemment, c'est la réaction de la foule en général. Tout le monde déteste le quotidien en chœur. Le parallèle avec Trump, pour moi, est inévitable là-dedans. La charge anti-média et cette hystérisation de cette foule, clairement, contre tout ce qui n'est pas homogène idéologiquement au meneur, est quelque chose qui m'a fait vraiment clairement penser à Trump, la charge contre les médias, assez évidente. Quant à la violence, quant aux violences qui se sont déroulées contre les quelques militants de SOS, on voit aussi la réaction, moi j'ai vu en ligne en tout cas, et ne serait-ce que la réaction de Zemmour, une sorte de assez classique, de focale sur la provocation, et on ferme les yeux sur les violences Sur les violences physiques. physiques, Il y a eu ouais. du sang qui a coulé Bien quand même, sûr, donc ouais. les choses ne sont pas tout à fait égales. Et je crois que Zemmour, justement, aujourd'hui, est intervenu chez Bourdin, et pareil, lui a essentiellement condamné la provocation, sans un mot sur le sang qui a coulé, quand même, dans son meeting, qui pour moi, quand même, est quelque chose d'assez fou, quoi. Là aussi, ça renvoie à Charlottesville, avec l'attitude de Trump, renvoyant dos à dos Antifa et nazis, quoi. Alors, dernière chose, je me suis amusé, je me suis dit, tiens, est-ce que si on est vraiment dans une ambiance un peu trumpienne, est-ce que disons, cette séquence qui était assez défavorable à Zemmour, des violences qui ont été commises contre ces militants de SOS, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelqu'un, quelque part, des gens qui vont commencer à dire que c'était une provocation organisée, qu'il y avait quelqu'un derrière, que peut-être c'était des antifas qui faisaient passer pour je ne sais quoi. Donc je me suis amusé, j'ai cherché, et j'ai trouvé... Et t'as trouvé C'est inévitable. Et donc j'ai trouvé évidemment des occurrences expliquant que cette petite provocation était forcément organisée par qui? Par Soros ou des agents ça faisait longtemps plus qu'on ou en moins avait pas financés par Soros. Et là je retrouve évidemment le bon, Mais la bonne ambiance pour être clair, trumpienne. il disait que les gens d'SOS Racisme étaient financés par Soros, ou Oui. il disait que non, c'est les gens qui ont tapé Alors, les militants d'SOS? Pour l'instant, j'ai pas vu cette version spécifique, mais j'ai quand même D'accord. Tu as trouvé bon des espoir. occurrences, Ouais. des occurrences sur le fait que SOS serait financé par Soros, et que donc ça a été évidemment piloté par Soros, qui est évidemment le grand ennemi de Évidemment. Zemmour. Évidemment. Évidemment. Alors Nicolas, est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit et puis plus globalement sur le regard du spécialiste de l'histoire sur cette période que nous vivons? Zemmour, en fait, trahit, là encore, un rapport particulier à la France. Il a une certaine idée de la France, pour parodier le général de Gaulle, qui modèle son discours historique. Et cette idéologie est à l'origine de toutes les foutaises
et je pèse mes mots, qu'il égrène jour après jour lorsqu'il se prétend historien. Puisqu'il est dans une logique qui implique notamment de réhabiliter certains des courants les plus obscurs de la droite, notamment la droite anti-dreyfusarde, mais également la droite vichiste, celle qui donc avait pris le pouvoir en 1940, qui avait donné lieu à une divine surprise, selon l'expression de Charles Maurras. Et dans cette logique, il s'efforce donc de réintégrer Vichy et le maréchal Pétain dans la mémoire nationale, dans son idée de la France. Ce qui suppose donc de prendre la défense de Pétain et de Vichy, notamment sur le crime le plus absolu auquel Vichy a prêté la main, à savoir la déportation des Juifs de France. D'où ce discours de Zemmour au Roland, du reste xénophobe, à savoir que Pétain aurait pris la défense des Juifs français et sacrifié les Juifs étrangers dans le cadre donc d'une stratégie de sauvetage qui relève encore une fois d'une contre-vérité historique absolue, manifeste. En réalité, Vichy n'a absolument mené aucune politique de sauvetage. Vichy a isolé, a ségrégué, a arrêté des Juifs, et notamment des Juifs français. Initialement avec les Allemands en 1942, lorsque les Allemands lancent leur vaste projet d'extermination des Juifs d'Europe de l'Ouest. À ce moment-là, Vichy convient avec les Allemands que seront d'abord déportés les Juifs étrangers, pour des raisons tenant à la prise en compte de l'opinion publique qui est réputée, dans les calculs du gouvernement français de l'époque, plus accommodante envers ce type de rafle. Et le sort des Juifs français, cela ressort expressément des documents allemands, des comptes rendus d'entretien faits par les Allemands à ce moment-là, le sort des Juifs français, eh bien, il est soumis à ce calendrier. Les Juifs français y passeront après. Simplement, ce qui se passera, c'est que comme l'opinion publique française va protester contre les rafles et les déportations de Juifs étrangers, eh bien, Vichy devra être contraint de faire machine arrière et, dans ces conditions, de solliciter des Allemands la mise en suspens des opérations qui étaient prévues contre les Juifs français, sachant que, entre-temps, malheureusement également, des Juifs français auront été également raflés et déportés. Alors juste une chose, c'est vrai que c'est encore c'est tarte à la crème, mais autant le dire. Il y a vraiment une instrumentalisation politique de l'histoire qui est flagrante avec Zemmour. Il a vraiment un narratif. Quand on voit la vidéo d'ailleurs qu'il avait publiée sur YouTube, toute cette imagerie vraiment surannée de cette France un peu pompidoulienne, où on voit, je sais pas, ce qui est une vérité. Genre, bon, il n'y a pas le Concorde, des choses comme ça, mais en tout cas, il réinterprète. En tout cas, il sélectionne, il réinterprète, il s'approprie. Il a une image un peu fantasmatique de l'histoire, et on voit bien que c'est un outil, c'est un instrument qui a une vocation strictement politique, une instrumentalisation. Bon, c'est flagrant. Bon, est-ce que tous les hommes politiques le font pas, ça, de raconter une histoire, de dire voilà notre histoire, d'être dans cette narration-là? Tout est une question de degré, évidemment, tout le monde le fait. On peut encenser certaines parties de l'histoire et donc on la gonfle par rapport à la réalité peut-être de ce qu'elle a été dans un fil narratif spécifique. Mais là, ça me semble flagrant entre, encore une fois, cette revisitation, cette fois-ci fausse, de l'affaire Dreyfus ou de la période de Vichy. Bon, là, on est vraiment sur un choix sélectif, c'est une déformation de l'histoire. Mais là, en tout cas, cette instrumentalisation me semble particulièrement flagrante avec lui, même si tu as raison de le dire, il faut être tout à fait honnête, beaucoup de politiques jouent un peu sur cette, disons, pas cette instrumentalisation, mais en tout cas peut-être sur des focales spécifiques, sur des périodes, pour mettre en avant certains points plus forts, avec une vocation politique, ça, faut l'admettre. Alors tu dis, il faut être parfaitement honnête, je voudrais pas parce que tu parlais tout à l'heure d'hystérisation entre pro et anti, etc., et de polarisation, on l'a vu, c'est un moment de grande tension. Je voudrais pas qu'on donne l'impression de s'acharner sur Zemmour, soyons très factuels. Il y a des affiches qui ont circulé, qui ont été mises dans l'espace public avec des cibles sur la tête d'Éric Zemmour. Je parlais des cocktails Molotov de certains militants Antifa. C'est pas rassurant non plus. Je veux dire, il y a des manières de s'opposer en démocratie. Jusqu'à preuve du contraire, on s'oppose avec des arguments. Et donc, c'est pas bon non plus, me semble-t-il, cette tentation de la violence, en tout cas. Oui, et qui est évidemment
attisé par le personnage et sa Lui-même. mouvance, mais qui est une réalité. La réalité, c'est qu'en face, il y a aussi des gens qui sont hystérisés par le débat et l'atmosphère générale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, lui, c'est un candidat à la présidentielle, donc il faut le comparer aux autres candidats à la présidentielle. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de violence dans des meetings de cet ordre-là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais de cet ordre-là, avec du sang qui a coulé, je n'ai pas encore vu ça dans d'autres manifestations. Ni la violence, ni la ferveur. Il y avait une ferveur chez les sympathisants de Zemmour, enfin, absolument d'ailleurs, incroyable. D'ailleurs, effectivement, quand on compare ça à d'autres meetings, et ça, ils peuvent s'en prévaloir, effectivement, c'était à l'unisson, des applaudissements à chaque bout de phrase. Je veux dire, j'ai écouté l'intervention de Jacqueline Moureau, c'était incroyable. Elle s'arrêtait à chaque bout de quelques mots. Il y avait une sorte d'applaudissement. À chaque fois qu'on mentionne Macron, quelque chose d'un peu négatif, des huées, des bouées. Donc il y a une vraie, comme tu dis, une ferveur que je ne vois pas forcément à ce niveau-là chez d'autres. Je suis très bavard aujourd'hui, mais, après il va falloir conclure sur Zemmour parce que la campagne va être longue. Je sais, la campagne va être longue, mais simplement, il a eu des propos sur le président de la République, sur Emmanuel Macron, qui sont, on l'a pas dit, mais qui sont indignes et qui sont scandaleux, où il n'y a plus aucun respect même de la fonction, l'institution qui est celle du président de la République. C'est une constitution en plus gaullienne, ça devrait lui parler, Éric Zemmour. Il a eu des propos d'une violence, d'une virulence à l'endroit d'Emmanuel Macron. Voilà, à mon avis, qui confine clairement à l'extrémisme politique dans toute sa splendeur, pour pas dire plus. Et rappelons quand même que c'est le seul candidat à la présidentielle pour l'instant qui a braqué une Kalachnikov envers des journalistes. Pour le deuxième sujet de la semaine, donc c'est la mort de Pierre Rabhi, qui était l'une des figures intellectuelles en vogue ces dernières années. Il avait fondé le mouvement des Colibris, publié son livre Vers la sobriété heureuse, qui s'est écoulé à près de 500 000 exemplaires. Et il était proche de l'anthroposophie. Alors, il a reçu un concert de louanges au moment de son décès. Rudy, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Et je crois que tu as été un peu étonné justement par ce concert de louanges, nous expliquer pourquoi. Oui. Parce que les propos envers les femmes ou des propos aussi sur le mariage homosexuel qui avaient été... Oui, plutôt par rapport à l'homosexualité, oui, des propos marqués par non pas seulement un conservatisme, pour reprendre la terminologie utilisée par Sandrine Rousseau, mais par une approche du sujet qui est clairement réactionnaire, quoi. Donc il y a ça, il y a ses accointances évidentes avec l'anthroposophie, son compagnonnage quand même avec des gens comme Henri Joyeux, figure de l'anti-vaccination, Étienne Chouard, et puis surtout Pierre Rabhi, c'est le père de deux fils, David et Gabriel Rabhi, et notamment Gabriel, qui sont illustrés par des propos et des contenus publiés sur les réseaux sociaux très ouvertement conspirationnistes, et qui, s'agissant de Gabriel Rabhi, sont des propos même qui vont jusqu'à la lisière du négationnisme, même pas seulement la lisière d'ailleurs. On a consacré un texte au sujet en 2018, il y a 3 ans maintenant, donc on y renvoie ceux qui nous écoutent, mais Gabriel Rabhi, c'est des propos complotistes sur le 11 septembre, sur les vaccins, sur Mera, sur Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre, sur Daesh, etc. Enfin, voilà, et c'est quelqu'un qu'on a vu également au Théâtre de la Main d'Or chez Dieudonné à la grande époque. Pierre Rabhi n'aura jamais eu un seul mot pour se démarquer de ces engagements-là, de ses fils. Il aurait pu au moins les avoir, parce que ces choses-là étaient dans l'espace public, c'était sur la table. Voilà, je trouve juste que les hommages qui ont été rendus, que ce soit par Renaud Muselier, Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot, Ségolène Royal, etc., auraient pu quand même les mentionner. Voilà. Tristan, tu es d'accord avec ça ? Oui, enfin, le paix à son âme et une pensée pour sa famille. Alors c'est vrai qu'il était aussi quelqu'un qui a porté assez haut certaines idées de l'écologie, donc il a popularisé... Et la notion de sobriété heureuse, c'est surtout ça que les gens ont retenu. Et donc c'est quelqu'un avec un charisme qu'on a pu voir à la télévision ou ailleurs. Bref, c'est quelqu'un qui portait aussi un discours public, en tout cas grand public, sur les grandes chaînes, qui était plus ou moins sobre, gentil, bref... pas forcément critiquable à première vue comme ça. Ce qui est beaucoup plus problématique, évidemment, c'est quand on creuse et qu'on voit notamment ceux qui se reconnaissent en lui. Donc, une partie de la base militante, une partie de sa base militante était assez toxique. Une partie, je ne dis pas toute. Il y avait ce mouvement des Colibris qu'il avait contribué à fonder, en tout cas. Ouais. On sait que Louis Fouché, par exemple, est passé par ce mouvement-là, que Réinfo Covid, ça vient d'un forum des Colibris. Donc il y a une filiation, là aussi,
aussi évidente. Oui, et je pense qu'il a en tout cas nourri, il a peut-être, j'allais dire peut-être normalisé une branche effectivement de l'écologie qu'on retrouve aujourd'hui effectivement dans l'univers à la fois complotiste et d'extrême droite. Donc j'ai donné un visage, disons, acceptable à en tout cas une branche peut-être radicale et plutôt aujourd'hui en tout cas complotiste et d'extrême droite et qu'on retrouve effectivement, je pense que Pierre Rabhi était bien perçu même sur le site de Soral. Il a dû être mentionné à quelques reprises. En tout cas, un discours écologiste, encore une fois, qui fricote un peu avec l'extrême droite complotiste. Nicolas ? Oui, effectivement, il fait partie d'un espace, même d'un état d'esprit, en définitive, qui est celui de l'écologie sympa, en tout cas peut-être New Age, sans vouloir travestir sa pensée, mais qui peut donner prise, qui peut en tout cas servir de fondement, servir de caution également, de par la structure du discours, mais de par la sympathie qui peut s'en dégager, à certains courants parmi les plus critiquables, notamment des courants complotistes. Alors, troisième sujet d'actualité cette semaine, c'est Romana Didulo. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est celle qui avait encouragé ceux qui la suivaient à tuer toute personne qui administrait des vaccins à des jeunes de moins de 19 ans. Elle est canadienne, elle s'est autoproclamée reine du Canada et elle était louée par ses partisans qui, bizarrement, se recrutent dans la mouvance QAnon. Alors, Rudy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette reine du Canada ? Écoute, tu as à peu près tout dit, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a été interpellée, placée en garde à vue pour subir une évaluation psychiatrique, quand même, parce qu'on est là clairement dans ce domaine-là. Oui, c'est quelqu'un qui est en fait d'origine philippine, qui est quinquagénaire, qui est établi au Canada, qui se présente depuis le printemps 2021 comme la chef d'État, commandant en chef et chef du gouvernement et reine du Canada. Il faut rappeler que le Canada fait partie du Commonwealth. Le chef de l'État du Canada, c'est la reine d'Angleterre. Donc c'est pas une république, le Canada. Mais donc elle estime qu'elle est la seule chef légitime du Canada. Elle publie des lettres expliquant que il faut absolument pas se vacciner. Même d'ailleurs respecter les gestes barrières, des choses comme ça, et que tous ceux qui collaboreraient à ça doivent être considérés comme des traîtres au pays et donc doivent être exécutés. Donc là on bascule dans un discours immédiatement violent et radical. Elle est relayée quand même sur la composphère francophone par le site QActu, par exemple, Cactus, un site pro-QAnon. Oui, qui a des millions de vues par mois, je crois. Plusieurs millions de vues par mois. C'est un trafic considérable, je crois, 2-3 millions, c'est de cet ordre-là. Donc c'est pas du tout un site confidentiel, QActu, même si il est administré anonymement. Pas tant que ça en réalité, mais on va aménager la surprise pour une autre émission. Et puis, dernier point, elle a réussi à lever quand même plus de $50 000 de dons par le crowdfunding il y a quelques mois. Finalement, la plateforme en question, je crois que c'était GoFundMe, a annulé la cagnotte. Mais c'est pour dire qu'elle est suivie sur Telegram en l'occurrence, mais qu'elle est suivie par suffisamment de monde pour pouvoir réunir une somme comme celle-là en quelques jours. Ouais. Là, on a encore un exemple assez déroutant c'est une sorte d'enfant monstrueux de cette QAnon sphère qui a pour elle de ne pas être un mouvement, c'est un mouvement décentralisé. Et par nature, tout mouvement décentralisé peut engendrer des sous-mouvances, des chapelles. Les croyants en retour ou retour fantasmé des JFK est l'une de ces chapelles. Et là, on a une autre chapelle avec cette Romana Didulo. Et on a encore deux profils qui sont des gens qui sont à la frontière de problèmes psychiatriques. On verra ce que diront les expertises. Mais on a quand même deux profils de gens qui sont assez foutraques, assez surprenants, et qui arrivent à agréger à eux des dizaines, des centaines, peut-être quelques milliers de personnes. De mémoire, Didulo, elle, je crois, est suivie par le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 70 000 personnes. Alors, c'est soit sur Telegram ou soit cumulé sur différentes chaînes. Donc, il y a un vrai pool de gens. Tu disais à l'instant qu'elle avait levé des fonds. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais le Négatif 48, donc le responsable de cette mouvance qui croit au retour des JFK, lui, pareil, a lancé plusieurs cagnottes. Et évidemment, vu le caractère, radical de son propos et ceux qui le suivent, évidemment, ceux qui le suivent, s'il demande de l'argent aux quelques fidèles, gourou comme il va récupérer de l'argent, même s'il y a
peu de monde. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, ils ont dépensé pas mal d'argent, je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais pour faire des sortes plein de visuels, des masques. Ils étaient masqués justement dans cette Christmas Parade, ils étaient masqués avec des masques à l'effigie de JFK Junior. De JFK, donc il y avait du matériel, donc il y avait de l'argent. Et d'ailleurs, toujours négatif 48, demande de l'argent effectivement à ses fidèles. C'est ce que fait elle aussi, pour pouvoir financer. Et donc, il suffit en fait, dans cette mouvance-là, ce qui est assez, encore une fois, déroutant pour moi, c'est que je pense que les QAnon le pool QAnon, la pool de la QAnon sphère, va être le lieu de la naissance de multiples chapelles qui vont, elles, s'agréger autour d'un gourou charismatique et qui emmènera ce qu'il emmènera, des miettes de cette mouvance. Et avec toujours cette réaction, pareil pour Didulot, d'une partie de la QAnon-sphère qui est outrée, qui dit mais comment ose-t-il profiter, disons, de ce mouvement patriotique pour créer leur propre petit mouvement. C'est inévitable. Est-ce qu'on assiste quelque part à la fois pas la fin des QAnon, mais une sorte de transformation des QAnon. Après la séquence, disons, canonique des messages de Q et la grande séquence sous Trump, aujourd'hui, je pense qu'on va assister à une sorte de démultiplication, encore une fois, des chapelles autour de certains gourous qui vont récupérer simplement cette audience en déshérence un peu aujourd'hui. Mouvement diffracté un peu, quoi. Ouais. C'est ça qui va... Non, juste pour boucler sur Romana Didulo, ce que ça raconte aussi, c'est un trait de l'époque, qui est qu'avec Internet, les réseaux sociaux, le smartphone, le haut débit, on est désormais dans un monde où des gens qui autrefois étaient invisibles, c'est-à-dire des gens fragiles psychologiquement, les fous, quoi, en gros, pour le dire de manière triviale, ont une capacité à s'exprimer. Ils ont du temps, par ailleurs, et pour peu qu'ils soient un peu charismatiques, ils arrivent à embarquer avec eux des gens qui, eux aussi, peuvent être, à un moment de leur vie, en détresse ou en fragilité psychologique, et s'embarquer dans des thèses extraordinairement radicales, en tout cas qui n'ont plus aucun lien avec la réalité. Donc voilà, ça n'était pas vrai avant Internet. Il y avait déjà des fous en liberté, tous ne sont pas en asile psychiatrique. Ça fait penser à la phrase d'Umberto Eco qui disait que c'était dans les cafés du commerce que des légions d'imbéciles. Alors lui, il parlait des imbéciles, voilà, Umberto Eco. Et là, il y a les fous aussi. Alors je sais qu'il ne faut pas rabattre la question du complotisme sur la folie psychiatrique, c'est pas d'abord le sujet, mais c'est aussi le sujet. Quelqu'un comme Romana Didulo, de toute évidence, si vous avez vu quelques-unes de ses vidéos, vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être docteur pour comprendre qu'elle a des problèmes psychiques. Oui, alors, et je pense qu'il faut insister sur le caractère potentiellement violent. Donc les affaires arrêtées, c'est pas pour rien, parce qu'elle a fait des appels au meurtre. Oui, absolument. Et qui a été pas seulement un appel, mais qui a été entendu par certains. Il y a des commentaires qui disent oui, effectivement, il faut. Je crois que c'était tuer les canards, c'est ça. Je crois que c'était une terminologie qu'ils utilisaient. Enfin bref, dans leur langage, dans leur code propre à eux. Donc c'était un appel, et donc il y a pour moi un syndrome un peu à la Rémi Daillé. Elle veut basculer, elle veut inciter ses ouailles à basculer dans la violence. Donc on n'est pas, par exemple pour les QAnon, où là c'est plutôt... C'est drôle, c'est décalé, ils attendent JFK, bon, tant mieux. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude, d'après les spécialistes, de bascule d'action véritablement violente. On verra pour la suite. Mais là, pour Didulot, là, on a vraiment quelqu'un qui, encore une fois, c'est pour ça qu'elle a été inquiétée par la police, c'est qu'évidemment, elle a incité ses ouailles, encore une fois, à prendre les armes. Et là, on a encore une fois un délire de militantisme de clavier qui vient potentiellement avoir un impact dans le réel, et là des impacts pour le coup violents, avec des actes de violence revendiqués. Alors deuxième partie de l'émission autour de ton article, Nicolas, 7 décembre 41, Pearl Harbor, 80 ans de théorie du complot. Alors c'est un article qui fourmille d'informations à la fois sur l'événement en lui-même, mais aussi plus largement sur la fabrique des théories du complot autour de cet événement historique qu'est Pearl Harbor. J'ai l'impression, à la lecture de l'article, qu'il semble y avoir 3 phases un petit peu autour de Pearl Harbor. D'abord, celle de la phase de l'histoire immédiate, où finalement le complot va servir à discréditer, enfin la théorie du complot va servir à discréditer le pouvoir en place, Roosevelt en l'occurrence. Une phase historique où finalement les historiens discutent de ce qui s'est passé, de la réalité historique, et où peut-être presque tout est envisagé et envisageable. Et puis une phase vraiment politique, de récupération politique et idéologique, où cela vient servir un camp, un propos. Est-ce que c'est un découpage qui te paraît juste ?
Oui, tout à fait, puisqu'il faut revenir, je pense, à cet événement qui est hautement traumatique pour les États-Unis. Il y a 3 dates mortifères dans l'histoire américaine, à savoir le 7 décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor, le 22 novembre 1963, l'assassinat de Kennedy, et le 11 septembre 2001, qui est donc l'attaque terroriste conduite à New York et ailleurs. 3 dates, 3 journées qui ont fait l'histoire de l'Amérique, et 3 journées au cours desquelles les personnes qui apprennent l'événement pourront vous dire des années plus tard où ils se trouvaient et ce qu'ils faisaient au moment où ils ont appris l'événement. Et Pearl Harbor fait véritablement partie de ces événements traumatiques, au point d'ailleurs que Roosevelt parlera plus tard, enfin quelques jours plus tard, dans un discours extrêmement célèbre de la Seconde Guerre mondiale, du 7 décembre, comme un jour à jamais marqué d'infamie. Pourquoi ? Parce que l'attaque de Pearl Harbor est conduite par les Japonais avant que soit notifiée une déclaration de guerre. Et cette carence, cette absence de notification de déclaration de guerre avant l'attaque va susciter une fureur chez le peuple américain qui va balayer tous les doutes qu'il pouvait avoir sur l'opportunité de guerroyer contre les forces de l'Axe et va cimenter toute la population américaine derrière Roosevelt pour mener la croisade contre l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon militariste. Et dans ces conditions, Pearl Harbor, événement traumatique, va profondément marquer les consciences. Ça va d'abord complètement façonner une espèce de culture paranoïaque de l'appareil de sécurité américain, qui va d'ailleurs conduire en 1947 à la création de la CIA, puisque la création de la CIA est faite pour anticiper ce type d'offensive. On redoute alors un coup monté des soviétiques. Et lors de la création de la CIA, on revient souvent sur l'événement de Pearl Harbor pour justifier cette création. Et évidemment, comme pour tout événement traumatique, et j'ajouterais extraordinaire, rendez-vous compte, Hawaï, c'est au cœur du Pacifique, c'est attaqué par la flotte japonaise par surprise, personne ne s'y attendait. Événement extraordinaire signifie, dans ce cas-là, théorie du complot. Pour tenter d'expliquer l'inexplicable, comment se fait-il quand même que la flotte américaine ait été surprise dans sa base militaire la plus puissante de l'hémisphère Pacifique par une flotte japonaise qui a traversé 5000 km dans le Pacifique Nord à partir du Japon, en silence, sans jamais, prétendument, diront certains, n'avoir été détecté. Et bien dans ce cas-là, on fait appel à des théories du complot. Alors justement, quelles sont les théories du complot les plus reprises, les plus détaillées et les plus nuisibles autour de cette attaque de Pearl Harbor selon toi ? Elles tournent autour de la culpabilité de Roosevelt, mais aussi de Churchill, j'y reviendrai. Roosevelt est accusé dès la Seconde Guerre mondiale par certains opposants politiques d'avoir poussé le Japon à entrer en guerre contre lui par une diplomatie agressive qui n'aurait laissé aucun choix au Japon. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'en est pas encore à imaginer qu'il a laissé faire l'attaque, qu'il savait que l'attaque se produirait, mais qu'il a laissé faire. On est encore en train d'accuser Roosevelt d'incompétence. Ce n'est pas encore il inconjuré. Savait, mais ils n'ont rien fait. Alors, c'est pas encore il savait. Ouais, c'est après la guerre. D'accord. Plusieurs enquêtes sont menées en temps de guerre par la marine, par l'armée de terre américaine, puis par le Congrès en 1945, qui vont permettre de recueillir de nombreux documents, de nombreux témoignages, et qui vont en fait finalement parvenir à départager les responsabilités. C'est-à-dire que les commandants locaux à Hawaï vont être accusés de ne pas avoir pris en compte avec suffisamment d'esprit d'initiative les alertes qui leur étaient communiquées. Et par ailleurs, le pouvoir à Washington va être plus ou moins accusé de ne pas avoir été suffisamment réactif. Mais tout cela, finalement, sera mis sur le compte, à plus ou moins juste titre, sur la faute à pas de chance. C'est-à-dire que, finalement, les événements ont pris un tour qui rendait presque inévitable ce type d'attaque. Mais la théorie du complot qui va incriminer Roosevelt, elle prend naissance à la fin des années 40 et surtout, elle va se développer dans les années 50. Elle va être portée par des opposants à Roosevelt qui faisaient partie du courant isolationniste. Rudy t'a parlé ceux de Charles Lindbergh, qui incriminait comme fauteur de guerre les Britanniques, les Juifs et Roosevelt.
eh bien, ces anciens isolationnistes hostiles à Roosevelt vont entreprendre de s'attaquer à Roosevelt plus ou moins sur le même fondement. En disant, attendez, premièrement, parce qu'il y a plusieurs séquences dans la théorie du complot. Premièrement, Roosevelt, par sa diplomatie, a contraint le Japon à attaquer l'Amérique. Et deuxièmement, il savait que le Japon allait frapper précisément Pearl Harbor, mais n'a jamais informé ses commandants à Hawaï pour laisser l'attaque japonaise se produire et profiter de cette offensive nippone pour enrégimenter toute l'Amérique derrière lui contre les forces de l'Axe. Et c'est à partir de ce moment-là, dans les années 50, que cette théorie va prendre de l'ampleur. Et c'est assez intéressant de montrer le traumatisme que ça a été et le fait que les dernières résistances des Américains, y compris qui étaient isolationnistes, vont céder à ce moment-là, parce que même Charles Lindbergh, dont je parlais tout à l'heure, le champion de l'isolationnisme américain à cette époque-là, quand se produit Pearl Harbor, il propose d'aller faire la guerre dans le Pacifique. On l'écarte parce qu'il a été décoré par Göring quelques années avant, donc on estime qu'il n'est pas fiable. Mais je veux dire, ce mouvement-là va être complètement paralysé en fait, et balayé par le tour que les choses vont prendre. Mais ce courant reprend plus ou moins du poil de la bête pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il suspecte Roosevelt d'être un peu trop accommodant envers Joseph Staline, par exemple. Et après la guerre, au début de la guerre froide, lorsque l'URSS est l'ennemi principal, et ben on s'efforce de discréditer Roosevelt par tous les moyens. Roosevelt va même passer pour un agent soviétique, Absolument. etc., même s'il meurt avant la fin de la guerre, d'ailleurs. Effectivement. Mais Roosevelt, agent soviétique, c'est une théorie qui a été réhabilitée par Mark Willey, qui est un des auteurs des théories du complot sur Pearl Harbor, qui a publié un ouvrage en ce sens au début des années 2000. Il prétend que Roosevelt était un agent entre les mains de Staline. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais tout à l'heure aussi de l'assassinat de JFK. Il y a des auteurs qui sont à la fois complotistes sur Pearl Harbor et sur l'assassinat de JFK. Tout à fait, je pense, et même sur le 11 septembre. Même sur David Griffin, notamment, qui est un célèbre négateur du 11 septembre. Théologien. C'est aussi quelqu'un que j'ai croisé dans l'affaire Kennedy. Ouais. Et sur Pearl Harbor, évidemment, il propage des théories du complot. Un certain Douglas Horne aussi, qui était un des rapporteurs, je crois, d'une des dernières commissions d'enquête sur l'assassinat de Kennedy dans les années 90, la RRB, et qui, lui, croit au complot contre Kennedy, croit même au complot maximal. Eh bien, cette théorie du complot maximal... Qu'est-ce que tu appelles le complot maximal sur Kennedy et sur Pearl Harbor. Le complot maximal, c'est le gouvernement dans son entier a conspiré en vue de parvenir à l'événement historique qu'est l'assassinat de Kennedy ou qu'est l'attaque de Pearl Harbor. Ils n'ont pas simplement laissé faire. Ils n'ont pas simplement laissé faire, ils ont tout fomenté pour... Et ensuite, ils auraient mené une vaste politique de camouflage en intimidant les témoins, en faisant disparaître des preuves. Première nouvelle, parce que en fait, certains historiens remercient d'ailleurs la NSA, au contraire, d'être à ce point gentil dans l'accès aux documents relatifs à Pearl Harbor. Mais voilà, on est en présence, dans les deux cas, d'une théorie du complot qui est presque devenue mainstream, qui finalement, certes, comporte plusieurs chapelles. Il n'y a pas que QAnon qui, justement, est en train de se fragmenter, de se démultiplier, mais qui revient toujours à l'idée que Roosevelt, à tout le moins, savait que la flotte japonaise allait frapper Pearl Harbor le 7 décembre et a laissé faire. Voilà. Et alors, oui, moi, alors, j'ai cherché un peu des occurrences un peu, disons, contemporaines de l'imaginaire complotiste autour de Pearl Harbor. Et j'ai retrouvé un épisode qui m'a amusé, qui date de fin 2020. C'est Sidney Powell, une avocate pro-Trump. De Trump, complotiste, et qui a fait une sortie médiatique qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, en évoquant un cyber Pearl Harbor, en parlant de toutes les fraudes électorales qui est en train de se mettre en place. Donc je vois que c'est assez drôle de voir que pour elle, donc ça veut dire que c'était donc un
c'est donc un complot, hein, donc il n'y a pas de doute pour elle, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais de voir donc, la permanence, hein, encore une fois, de cet imaginaire fort, hein, visiblement en tout cas pour les Américains, mais pas que, parce que je me suis aussi amusé à regarder évidemment sur Twitter un peu, simplement les occurrences un peu plus récentes, hein, contemporaines. Je me disais, bon, Pearl Harbor, on va peut-être pas trouver énormément d'occurrences, j'en ai trouvé quand même en fait pas mal. Des occurrences complotistes, parce que j'ai rajouté par exemple le terme false flag, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Je me suis même amusé à faire la recherche avec Soros, juste pour voir un peu. Il y a des choses qui sont remontées. Il est mêlé dans Pearl Harbor. oui, forcément. J'ai cherché, j'ai trouvé. Il est mêlé dans Pearl Harbor. On cherche, on trouve. C'est ça qui est magique. C'est un ça peu. qui est magique. C'est que je trouvais toujours des exemples, il y en aura toujours. Mais donc, la permanence en tout cas de cet imaginaire-là, donc est encore vivace, encore même aujourd'hui, est utilisée comme une sorte de référence mythologique, hein, encore forte. Évidemment, elle est plus éloignée dans le temps, mais elle a été vraisemblablement, elle est embarquée, d'ailleurs je le vois souvent associée à 911, évidemment au septembre, donc on voit bien qu'il y a peut-être le triptyque en tout cas américain de ces événements traumatiques qui sont invoqués, pas uniquement pour leur trauma, mais pour leur, disons, leur capacité à nourrir du fantasme complotiste, et c'est quelque chose qui, encore une fois, voilà, a vraisemblablement encore un peu d'ardeur encore aujourd'hui, encore une présence, hein, dans l'imaginaire des complotistes aujourd'hui. C'est fascinant. D'ailleurs, tu parlais du mouvement des conspirationnistes du 11 septembre. Reopen 9/11 il avait publié un texte où il parlait de Pearl Harbor, donc de l'attaque de Pearl Harbor, comme d'un false flag. Ouais. Voilà, ils savaient, mais ils ont laissé faire, etc. Oui, ils sont vraiment liés. Il y a une sorte de lien, pas organique, mais disons que ça a du sens, évidemment, quand on a dans une narration complotiste, ça prend de même de lier les trois et de dire que quelque part, il y a une sorte de deep state dans le temps qui a évidemment a pu se transmuter d'année en année, mais quelque part, c'est la même logique, hein, la même idée. Donc, si on est effectivement complotiste aujourd'hui en septembre, il y a peu de chances qu'on pense que JFK, qu'il n'y a pas eu un complot derrière JFK ou il n'y a pas eu de complot derrière Pearl Harbor. Et en fait, le problème avec Pearl Harbor, on le retrouve aussi chez l'assassinat de Kennedy, c'est que ce sont des théories du complot, et je reprends ton expression, ce sont des théories du complot qui ont réussi. C'est-à-dire qu'elles sont devenues presque... mainstream, presque légitime. Pourquoi ? Parce qu'elle se séquence sur deux séries d'affirmations. La première, à savoir Roosevelt a poussé le Japon à la faute. C'est une thèse historique extrêmement critiquable, qui fait fi du contexte, qui fait fi d'énormément d'événements, et notamment de la personnalité de Roosevelt, mais aussi de ce qui se passait au Japon à ce moment-là. Mais c'est une thèse historique qui, mine de rien, a pu trouver des défenseurs académiques, au moins dans les années 50, même si elle a aussi trouvé énormément de contempteurs. Et ce fondement-là a pu donner une certaine aura de légitimité à ce qui va suivre, à savoir, mais si Roosevelt a poussé le Japon à la faute, c'est peut-être aussi qu'il était au courant. D'autant que cette théorie-là, elle se propage véritablement dans les années 50, portée par ces anciens isolationnistes, mais également par des personnes haut placées au sein de la marine américaine. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu en France. La marine américaine a très mal digéré, évidemment, Pearl Harbor, et elle a très mal digéré de se faire taxer d'incompétence par l'administration Roosevelt. Donc, il s'est trouvé pas mal d'amiraux pour finalement s'en prendre à Roosevelt, s'attaquer à Roosevelt et tenter de réhabiliter l'US Navy. Et dans les années 80, cette théorie à la fois de la provocation américaine envers le Japon et cette théorie de la connaissance préalable, presque du false flag, elle a pris véritablement son envol grâce à un journaliste américain plutôt connu dans le milieu des universitaires, à savoir John Toland, qui, au début des années 80, publie un livre qui va encore plus loin, puisqu'il prétend que la flotte japonaise aurait été carrément repérée par les Américains sur le parcours de Pearl Harbor. Et cette affirmation, ce repérage de la flotte japonaise, va irriguer désormais toutes les théories du complot autour de Pearl Harbor. Et ce, dans un ouvrage qui émane donc de ce John Toland, qui est une personnalité très réputée dans les milieux historiques, et dans le cadre d'un livre qui est extrêmement bien écrit, qui fourmille de notes de bas de page et qui s'appuie sur des témoignages qui se révéleront assez vite, en fait, des témoignages plutôt inexacts, surexploités, voire carrément mensongers. Alors il faut dire un mot quand même d'un des arguments de cette théorie. C'est l'histoire du code naval japonais. On nous dit que le code naval japonais aurait été craqué
hackés, enfin je sais pas comment on dit, Craqué. par les Américains. Donc ils pouvaient voir en fait arriver la flotte nippone. En fait, il y a 2 codes. Il y a le code diplomatique japonais qui a été effectivement craqué par les Américains et qui permettait aux Américains de lire les messages adressés par le ministère des Affaires étrangères japonais à ses ambassades. Sauf que, en définitive, ces messages ne révélaient pas grand-chose, premièrement. Et deuxièmement, les Américains, à ce moment-là, ils n'ont pas des services de renseignement qui correspondent à ce que seront plus tard la NSA, la CIA. Ce ne sont pas des titans bureaucratiques. Au contraire, c'est une bureaucratie qui est éclatée entre plusieurs bureaux. Ils n'ont pas les moyens de traduire l'ensemble des messages et surtout de savoir les analyser. Ils ont des techniciens à ce moment-là, en 1941, mais ils n'ont pas assez d'analystes. Et les messages diplomatiques ne vont pas forcément révéler que Pearl Harbor va être la cible. Ils révèlent plus simplement, entre guillemets, que la guerre va éclater dans les prochains jours. Mais à partir des années 80, et surtout dans les années 2000, va proliférer cette théorie selon laquelle les Américains, mais aussi les Britanniques, auraient cassé le code naval japonais. Et ça, c'est beaucoup plus important, parce que si les Américains ont cassé le code naval japonais, le code de la marine impériale japonaise, on pourra en déduire qu'ils savaient que l'attaque aurait lieu. Sauf que 2 objections viennent à l'esprit. Premièrement, il est faux de dire que les Américains ont cassé le code naval japonais en 1941. C'est totalement inexact. En vérité, ils vont encore galérer pendant plusieurs mois avant de pouvoir lire ne serait-ce que 15% à 20% des messages. Tout historien de la guerre du Pacifique vous le dira, le décryptage des codes navals japonais va s'étendre sur toute l'année 1942. Mais en 1941, les Américains n'étaient pas capables de décrypter le code naval japonais qui en plus venait d'être modifié. Et deuxièmement, même à supposer qu'ils aient été capables de décrypter le code naval japonais, ils n'auraient pas pu détecter la flotte. Pour cette simple et excellente raison que la flotte a gardé le silence radio sur tout le parcours. Et cela, comment le sait-on ? Grâce aux documents de la flotte japonaise et grâce aux témoignages recueillis après-guerre, avant même la prolifération de ces théories du complot, par des historiens américains, auprès des membres de la flotte japonaise, les amiraux, les commandants d'escadre, etc., les pilotes également. Donc, silence radio, ça veut dire aucun message n'émanant de la flotte japonaise n'a pu être intercepté puisqu'il n'y en avait tout simplement pas. Non, c'est fascinant et encore une fois, donc on sait que tout est sur la table. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de débat, mais j'ai la sensation qu'il n'y a pas de coût social aujourd'hui à être complotiste autour de Pearl Harbor. Je veux dire, c'est que c'est pas la même chose que d'être complotiste autour du 11 septembre. Où là, on a l'impression que c'est, comme on peut le voir sur certains sites, enfin bref, des gens qui relayent, disons, ces théories complotistes. Encore une fois, il n'y a pas de coût social. Il y a une sorte d'acceptabilité de ce complotisme du caractère peut-être lointain, peut-être, je ne sais pas. Et que la plupart des gens n'ont pas d'ailleurs, ni nous, avant de lire ton article, moi, j'ai pas spécialement d'arguments en tête pour y répondre, parce qu'il faut être un spécialiste du sujet. Et là, j'ai envie de dire, on est un peu, pour moi, dans la même famille, peut-être, que de tout ce qui gravite autour de JFK, où il y a encore une sorte d'acceptabilité d'un doute légitime. Enfin, on peut avoir un doute d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que les théories complotistes, en tout cas, peuvent être exprimées avec une grande liberté sans avoir de contre-coup. Il faut dire que dans les 2 cas, c'est des événements extraordinaires, quoi. C'est des événements, et dans le cas de JFK, en plus, et dans le Pearl Harbor aussi, il y a ce fameux biais de proportionnalité qui fait que face à un événement extraordinaire, on cherche une cause au moins aussi extraordinaire. Et donc, l'incompétence ou le hasard et pas quelque chose que notre cerveau arrive à accepter aussi facilement que ça, quoi. Et pourtant, c'est ça qui explique Pearl Harbor. L'incompétence, le hasard et une bonne dose de racisme aussi. Parce que les Américains n'ont pas vu... Ils savaient, grâce au décryptage des codes diplomatiques, que le Japon allait entrer en guerre au début du mois de décembre. Ça, il n'y a pas véritablement de doute. En tout cas, dans les jours qui précèdent Pearl Harbor, les Américains, du moins le gouvernement américain, se dit qu'il va se passer quelque chose. Mais... comme chez les Britanniques, on a du mal à le croire. On a du mal à imaginer rationnellement des Japonais que ce gouvernement passe son temps à sous-estimer. On a du mal à imaginer les Japonais qui sont enlisés dans leur guerre contre la Chine à ce moment-là, en Mandchourie, qu'ils attaquent l'Amérique, la première puissance industrielle.
On pense que toutes les manœuvres militaires japonaises en Asie du Sud-Est, qui en fait camouflent une agression et une invasion de cette Asie du Sud-Est, finalement ça tient du bluff. Et à force de croire les mois précédents que les Japonais vont attaquer, et ben les états d'alerte finissent par émousser l'esprit critique. Et la léthargie s'installe. Et en plus, les Japonais attaquent un dimanche. C'est-à-dire un jour où la plupart des bureaux américains sont fermés. Évidemment, les Japonais attaquent le dimanche en sachant cela. Mais c'est quelque chose qui, ajouté à cette espèce de léthargie et à un sentiment raciste, à savoir, les Américains sous-estiment le Japon. Ils ne peuvent pas imaginer que les Japonais soient à ce point à la fois compétents et fous pour prendre une décision aussi lourde de conséquences que de s'attaquer à la première puissance mondiale, à savoir l'Amérique. Et ces éléments-là vont expliquer que toute une série de négligences, des attitudes, parfois ce dimanche matin, qui peuvent confiner à l'incompétence, c'est-à-dire des hauts commandants américains qui se rendent tranquillement à leur bureau ou qui prennent même le temps de faire du cheval avant d'aller à leur bureau et qui vont adresser à la dernière minute des messages à leurs commandants locaux pour les avertir que peut-être il y a un danger de guerre. C'est pas pris au sérieux en définitive. Ouais. J'ai peut-être une dernière question. Tu réfléchis sur l'histoire, tu as fait de nombreux textes pour Conspiracy Watch sur toutes sortes de théories du complot historiques. Toutes ces théories du complot, elles ont quand même un point commun, c'est qu'elles supposent, si on les prend au pied de la lettre, au sérieux, elles supposent que le complot est toujours en cours. Il est toujours actuel d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'est pas fini, il est permanent ce complot, parce qu'il faut évidemment en permanence ajuster. Donc il faut imaginer des comploteurs comme ça dans les coulisses, dans l'ombre, qui font en sorte que la vérité n'éclate pas, en faisant disparaître ou les témoins ou les documents, que sais-je. Ça te semble être une spécificité de la pensée complotiste où, on est 80 ans après et on en parle à l'instant, il y a encore des gens qui répandent, parfois même de bonne foi, ou naïvement, je veux dire en tout cas, cette idée que oui, les Américains savaient, voire même ils ont fomenté tout cela. C'est une mentalité, après que ça relève de la psychiatrie ou pas, je ne sais pas, mais c'est une mentalité qui inscrit le complot dans les gènes de l'État américain, de la démocratie américaine en tous les cas. Sur ces événements-là, il y a un complot permanent qui explique l'histoire américaine avec un grand H. Et ce complot, non seulement il est à l'œuvre en 1941, il est à l'œuvre en 1963, il est à l'œuvre ensuite les décennies suivantes. Et sur 1941, il est à l'œuvre parce qu'effectivement, il interdit prétendument l'accès à la documentation. Ce que je veux dire, c'est que les complots, ça existe, puisque l'attaque de Pearl Harbor, c'est un complot. C'est un complot japonais. Silence, c'est une opération militaire japonaise, donc ça relève de la figure du complot, d'une action de complot. Mais c'est très différent d'un complot qui aurait eu pour but de maquiller tout ça, et ça, toi qui t'intéresses à l'histoire, est-ce que tu vois un exemple de ça, d'un complot qui se serait produit sur des années, voire des décennies, et qui aurait impliqué un très grand nombre de personnes, ou ça te paraît être une impossibilité Non, je n'ai pas d'exemple en tête de conspiration, ne serait-ce que de conspiration du silence. C'est impossible. Il suffit qu'on soit plus de 3 dans une même pièce pour que finalement le secret transpire presque. On est 5 avec Martin. Mais un complot aussi vaste que celui de Pearl Harbor, donc, qui impliquerait donc la Maison-Blanche, qui impliquerait l'état-major de l'armée de terre, l'état-major naval, également les Britanniques aussi, parce que les Britanniques ont été accusés, à tort d'ailleurs, et les mêmes arguments peuvent être opposés. Plus les historiens. Plus toi. Plus moi, effectivement. Donc après coup, le Pentagone, les historiens universitaires, etc. Non, c'est beaucoup trop vaste pour que ça tienne la route. C'est évidemment impossible. Pour qui connaît le fonctionnement d'une bureaucratie, il est évidemment intenable que le complot de Pearl Harbor, tel qu'il a été dénoncé par des complotistes, puisse tenir la route. Et même quelqu'un comme un des pires complotistes de cette affaire, Harry Elmer Barnes, un antisémite, proche des négationnistes, ami de Racinier quand même, Racinier qui est un des pères fondateurs du négationnisme en France. Barnes qui donnera son nom à la Barnes Review, éditée par Barnes, vers la fin de sa l'organisation négationniste américaine la plus influente. Et Barnes, vers la fin de sa vie, il écrit quand même une lettre à un historien américain en lui disant bon, finalement tout ça, tout ce complot, c'est pas très logique en fait, évidemment que ça tient pas la route. Donc même lui, il reconnaissait quelque part que la théorie du complot sur Pearl Harbor ne tenait pas debout du point de vue strictement même logique.
Toujours privilégier l'hypothèse de la connerie, Oui. celle du complot, disait Michel Rogard. Ça s'appelle le rasoir d'Anlon, en fait. Exactement. Donc voilà, cette émission est terminée. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, likez et partagez cette émission. Retrouvez Tristan sur Antidote sur France Inter, Rudy et Tristan sur Complorama sur France Info. Retrouvez Nicolas Bernard sur Conspiracy Watch, dans ses bouquins aussi, sur la guerre du Pacifique, sur la guerre germano-soviétique en 2 tomes chez Talendier. Cette émission est comme chaque semaine réalisée par Martin Béraud. Et la semaine prochaine, nous discuterons notamment haine en ligne. À la semaine prochaine. Salut. Salut.